La propagande adverse, c'est le rôle des compagnies de haut-parleurs qui rétablissent la vérité et font connaître jusque dans les douars les plus reculés les véritables desseins pacifiques de la France. Mon mari et moi, nous sommes de Saïda, nous sommes natifs de Saïda. Et j'ai rencontré mon mari un soir, il y avait une projection, un film que l'armée projetait en plein air. Il faisait ça une fois par semaine, il parlait dans les cités pour projeter, c'était un petit peu une propagande. Troisième de nos portraits de groupe, celui de la famille Ziad. Tandis que Mokhtaria, sa future femme, milite au FLN à Saïda, Yahya Ziad cherche à rejoindre le maquis avant d'être enrôlé par hasard au commando Georges, le plus redouté des commandos de chasse. Répartis progressivement dans toute l'Algérie, ils sont la forme la plus agressive de l'utilisation des harkis. J'avais à peine 13 ans. Et j'ai voulu moi aussi, je voulais m'amuser, je voulais monter au maquis. J'avais un oncle qui était au maquis, qu'il était lieutenant au maquis. Un jour, je lui ai rendu visite et je suis sorti à la campagne. Et c'est là, c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu la FLN. J'ai vu la Katiba, si on veut. On appelait la Katiba c'est une compagnie à l'époque. Et c'était vraiment, c'était impressionnant parce que quand on voyait militaire algérienne, qu'il était aussi formé comme les Français et tout ça, ben, j'avais envie, sur le coup, vraiment, moi aussi, devenir militant ou guerrier comme eux. Et un jour, je suis tombé sur une patrouille de commando Georges. Et le chef de patrouille, il m'a pris par le cou, il m'a dit « tu restes là ». Et le soir, il m'a emmené avec eux à la caserne des commandos. Et sans savoir pourquoi. Et ils m'ont laissé pendant 15 jours ou 20 jours chez eux. Et sérieusement, enfin, j'étais prisonnier, quoi. Je faisais tout, je faisais la cuisine, je faisais les corvées pour les commandos, tout ça. Et un jour, il y a eu un accrochage. Ils ont perdu un commando, je crois que c'est le premier commando. Et alors, en rentrant à la caserne, le chef de ce groupe-là, il lui manquait un des effectifs. Il a dit, ben, c'est pas difficile, vous prenez le jeune, vous le remplacez de celui qui est mort. Ça, c'est une photo, on peut dire, souvenir. C'est ma propre personne au milieu d'un groupe du commando Georges avec Zahiri, le cousin de Youssef. Il y a Smaïn, le chef de Katiba. J'ai devant moi Lagdar Moustache, qui est maintenant actuellement dans la région de Vitry-le-François. Le commando Georges que je découvrais, c'était une unité tout à fait particulière. C'était, la plupart, ça a monté jusqu'à peu près 400 hommes, si je me souviens bien. Et la plupart, on peut dire même la majorité, étaient des musulmans, évidemment, mais ex-Félaga. L'organisation était calquée sur tout ce qui était un organigramme de la rébellion. Il n'y avait pas d'adjudant de compagnie, il y avait un commissaire politique. Quand le type était recruté, c'est-à-dire embarqué, on faisait le nécessaire pour que ce soit irréversible. On le prenait, on le faisait voir aussi à l'extérieur. On savait qu'il était du commando Georges, et là, il n'y a pas d'histoire. Il était obligé de rester. Je me suis trouvé avec les commandos, mais j'avais toujours quelque chose, je sentais toujours quelque chose qui était à mon dos. Hein. Vous savez, la FLN pour nous, c'était quelque chose, c'était un ombre qui ne nous quittait pas. Qui sont ces hommes, Kirchendorfer? Ce sont les hommes du commando Georges. Partout où je suis allé, ben, le rebelle disparaissait, s'évanouissait, où il était prisonnier. Maintenant, je peux vous dire que l'Algérie, moi, en ce qui me concerne, qui fait la guerre quand même contre les Allemands, parachuté sur les Allemands, 10 ans d'Indochine, pour moi, l'Algérie, c'était pas la guerre. Comparé à l'Indochine, l'Indochine, c'était la guerre. Mais l'Algérie, non, pour moi, c'était pas la guerre. C'était quelque chose de spécial. Avec un bon régiment para bien entraîné, vous alliez partout, vous étiez le maître partout. Ijard, il a donné un modèle. Il a voulu faire, avec les bons petits, comme on disait, faire des paras. Il leur a donné l'esprit qui était avant dans les paras, il leur a donné aux jeunes, l'esprit du corps. En Algérie, avec les parachutismes, enfin, c'était facile. Et c'était tellement facile qu'on a dit, ce Bijard, on en parle beaucoup, on va lui donner un secteur pourri. Faut voir, on m'a pas fait de cadeau dans ma vie, hein, croyez-moi. Alors, le secteur de Saïda, qui était un secteur pourri. Alors, j'arrive là-dedans, avec quelques officiers,
j'observe un petit peu, puis je réunis tout le monde en disant voilà ce que j'ai trouvé, voilà comment ça va être maintenant. Alors là me rejoint des officiers de grande valeur, dont le lieutenant Georges, qui est un officier souple, félin, que j'avais connu, un type formidable, qui me dit voilà, je suis à votre disposition, j'étais colonel à l'époque, lieutenant-colonel plein, j'étais colonel, il a dit je crois que si on formait un commando, etc., musulman, ben j'ai dit oui, c'est une bonne idée, quoi. Alors il dit j'en connais là qui sont prêts à venir. Effectivement, il y avait 4 ou 5 félagas ralliés qui avaient déserté les félagas et qui venaient travailler pour nous. Alors je dis bon d'accord, pas de problème. Alors je réunis, je crois qu'ils étaient 5 ou 6 et je dis à ces félagas, vous allez monter la tente là sur le sommet là, je vous donne chacun une arme et vous amenez le lieutenant Grillot avec vous qui n'a pas d'arme. S'il est vivant demain, je vous fais confiance. Le lendemain, Grillot était vivant. Donc là a démarré le commando de Georges qui a été formidable. Quand on sort, c'est une chasse. Hein. Déjà, dès qu'on sort de la caserne, pour nous, c'est la chasse. C'est qu'on va chasser quelque chose, on ne va pas sortir pour jouer au ballon. Hein. Pour moi, Georges, c'était un chef d'entreprise. Il a monté une équipe, il a réussi. Régularité, il a dit, aujourd'hui vous êtes en noir, demain vous êtes blanc, demain vous êtes rouge, et personne n'a arrêté, donc il est devenu chef. C'était des commandos de renseignement, c'était, on peut dire, à aller voir, c'était des Indiens. Ils arrivaient à un croisant de piste, on rappelle un certain jour, un vendredi, jour de la prière et du souk. Alors là, moi-même, le néophyte, je voyais qu'ils étaient tous en train de lire les pistes, les empreintes, et à un moment donné, il y avait un chiffon de papier. Alors ils regardent, ils déploient, un peu étonnés, puis après ils se mettent à crier. Alors ça a été là. Carrément, les ordres ont fusé de partout. Moi, j'ai rien compris. Ils sont mis à courir, j'ai suivi. Et là, un oued à sec, presque à sec, des empreintes, la grotte, quelques roseaux. Ils étaient dedans. Balancer des grenades. Il y a eu 5 morts, 3 blessés. Je crois qu'après, il y a eu 8 morts. Tous les commandos, chaque fois qu'ils sortent, ils sortent sur renseignement. Les renseignements s'étaient donnés par tout le monde. Le suspect qui est passé devant les commandos, ben, croyez-moi, il n'oubliera jamais. Ben, la capture du félaga, comme on dit, quand on parle de types qui sont, par exemple, martelés au rubis, on dit que c'est un jeu viril. Et ben là, c'était viril aussi. Le gars, il était, comme on dit, assez remué. Ils avaient toujours des bâtons ou des cannes. J'ai remarqué ça. Ils avaient toujours des bâtons. Et même en s'amusant entre eux, ils se tapaient à coups de gourdin, que c'était assez étonnant. Mais enfin, c'était leur façon de faire. Alors le type était envoyé à l'arrière, mais alors on était bien accompagné avec des coups. Autant dire qu'il était accéléré. Certains parlaient peut-être, mais pas devant nous. Alors nous, on ne voyait pas ce qui se passait. Mais en attendant, le gars, quand il était récupéré, comme on dit, il se connaissait bien. Et le commando lui-même savait que s'il tombait de l'autre côté, il n'avait aucune chance d'amabilité. C'était, comme on dit, un gentleman agreement. T'as pas plus de chance si tu tombes toi que moi si je reste ici. Mais vous savez, ce n'est pas naturellement minimiser ces atrocités que de faire observer que toute la guerre a été, souvent le FLN voulait terroriser, donc émasculer les gens, crever les yeux. Il est arrivé à l'armée française de napalmer, on parlait de torture, etc. Il y avait une espèce d'équilibre, si j'ose dire, de la terreur pour essayer de gagner les populations. Alors c'était un peu, on était dans un système absurde. Aux assassinats souvent aveugles du FLN, à la fin de la guerre, plus de 18 000 civils européens et musulmans auront été tués, va répondre une répression de plus en plus organisée avec la création en 1957 des DOP, les détachements opérationnels de protection. Dans l'anonymat et l'indifférence des unités combattantes, certains des